La cause principale de blessure en course à pied, c'est vouloir en faire trop vite, trop fort en fait. Vous écoutez Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Fartlek. Alors aujourd'hui, on va parler santé et plus précisément des blessures en compagnie d'un médecin du sport pour un sujet qui nous concerne toutes et tous quand on aime courir. Avec une question, blessure et course à pied, une fatalité. C'est le débat qu'on va avoir aujourd'hui en compagnie de Hervé Auquier, diplômé en médecine du sport et en traumatologie du sport, et aussi, c'est important de le signaler, grand amateur de running, responsable médical à la Ligue francophone d'athlétisme, Ligue belge francophone d'athlétisme, mais encore enseignant sur les pathologies de la course à pied à l'UC Louvain et à l'Université de Poitiers. Salut Hervé. Salut Thibaut. Tu vas bien ? Je vais très bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Mais avec grand plaisir. Échanger sur la course à pied, c'est toujours un grand plaisir. Ouais. Et il y a plein de choses à dire, je pense, sur les blessures et la course à pied. Il y a plein de mythes, je pense, à déconstruire. Absolument, ouais. Absolument. Oui. Et aujourd'hui, on va surtout essayer d'avoir une approche préventive et pédagogique pour tous ceux qui voudraient commencer à courir et pour tous ceux qui courent déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent et qui sont un jour ou l'autre confrontés à la blessure. Voilà, ça c'est pour les objectifs et je te propose de commencer directement avec l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Alors Hervé, c'est l'échauffement, mais ici je vais aller droit au but. La question elle peut sembler peut-être un peu provocatrice, mais je pense qu'elle est sérieuse, sachant que j'ai vu qu'une stat dit qu'un tiers, voire même la moitié des coureurs se blessent chaque année. Sachant cela, est-ce que la course à pied mène inévitablement à la blessure ? Alors, tes chiffres sont exacts. Malheureusement, on considère que sur une année, 50% des pratiquants de la course à pied vont se blesser. Ce n'est pas une fatalité. Il y a moyen, on va le voir, de changer les choses. Donc, une personne sur deux qui court se blesse chaque année. Voilà, absolument. Donc, ça paraît énorme. Et effectivement, c'est probablement un des sports qui rapporte le plus de blessures. Donc, pour comparer des choses comparables, on compare le nombre de blessures au nombre d'heures de sport pratiqué. Et la course à pied relève environ un peu plus de 6 blessures par 1000 heures de pratique, alors que la moyenne des autres sports, on est sur 3,5 blessures par 1000 heures. Donc, on est bien, en course à pied, on est bien au-delà de la moyenne des autres sports. C'est fou ça, parce que quelqu'un qui va courir 1000 heures sur son année risque de se blesser 6 fois. Oui, c'est une façon de lire les chiffres, mais voilà. Mais donc, ce qu'on retient, c'est que un coureur sur deux va se blesser dans l'année. Ouais. Tu peux peut-être déjà préciser ce que tu entends par blessure, parce qu'il y a blessure, il y a une fracture. Toute blessure n'est pas une fracture, par exemple. Non. Alors justement, il y a un consensus de spécialistes qui se sont réunis en 2015 pour définir ce qu'est la blessure. Alors, c'était très important sur le plan scientifique pour faire des études et notamment des statistiques, de voir vraiment ce qu'est la blessure, parce qu'avant 2015, quand tu lisais les statistiques, le nombre de blessures en course à pied était estimé entre 4% et 92%, donc ça ne voulait rien dire du tout. Okay. Donc, ce que les scientifiques définissent comme blessure maintenant, c'est une douleur du membre inférieur qui va imposer au coureur de modifier ou d'arrêter son entraînement pendant au moins 7 jours d'affilée ou 3 entraînements d'affilée. Ou qui nécessite d'aller consulter un professionnel de la santé. Ok, donc c'est une définition quand même assez stricte. Donc c'est assez strict. Ouais, voilà. Okay. C'est pas j'ai eu un petit peu mal sur la rotule et puis c'est passé et puis voilà. Donc la définition scientifique, on va dire, c'est celle-là. En gros, dès qu'on doit adapter son entraînement pour une cause physique, un pépin, on est blessé. On appelle ça une blessure. On va plutôt parler de douleur, parce que toutes les douleurs ne sont pas synonymes de lésions anatomiques. Mais on va pas. Voilà, c'est ça. C'est une douleur blessure de la course. Okay. C'est important de le préciser, comme Bien ça on sûr. voit un petit peu de quoi on parle. Est-ce que tu peux aussi nous rappeler pourquoi en fait la course à pied amène plus à la blessure que d'autres sports? Pourquoi la course à pied est plus traumatisante que le cyclisme, alors, que la natation? Voilà. Probablement parce que c'est un sport qui est facilement accessible pour tout le monde, que l'on croit facile. Que l'on soit sédentaire ou un sportif aguerri dans un autre sport. On se dit, voilà, je prends mes chaussures de running et je vais courir et c'est bon. Et on ne se rend pas compte que c'est quand même des gestes 1000 fois répétés sur l'organisme, sur un organisme qui n'a pas l'habitude de faire ce mouvement-là. Et c'est ça qui va amener la blessure, en fait. C'est la répétition de mouvements 1000 fois répétés.
Et donc, c'est pas parce qu'on est un très très bon tennisman que du jour au lendemain, on peut aller courir 10 km sans se blesser. C'est pas parce qu'on est un très bon joueur de rugby ou de foot qu'on a une bonne condition physique qu'on ne va pas se blesser en course à pied. Le mouvement de la course à pied est différent du mouvement du tennis, du badminton, du rugby ou d'autres. Ouais, mais le mouvement de la course à pied aussi, il y a plus de choc, c'est plus traumatisant non, c'est pas ça qui fait la différence. C'est pas ça qui fait la différence. La cause principale de blessure en course à pied, c'est vouloir en faire trop vite, trop fort, en fait. Donc, c'est vraiment la charge que l'on va mettre sur l'organisme. Et les spécialistes estiment que 80% des blessures sont dues à une erreur de charge. On n'a pas respecté une progressivité dans l'entraînement et c'est ça qu'on a surchargé une articulation, on a surchargé un tendon qui commence à souffrir. Okay, donc pour toi, c'est plus de la faute des comportements des coureurs que de la faute du sport. Oui, voilà, absolument. Parce que si tu prends un groupe de débutants, tu leur donnes un programme très précis, tu les encadres, tu leur expliques comment augmenter la charge de façon très précise, très régulière et très progressive, on va avoir moins de blessures que si on les laisse faire par eux-mêmes. Okay. Je m'attendais à ce que tu me dises aussi, oui, il y a une part de comportement, il faut être progressif comme toujours en course à pied, il faut y aller doucement, mais aussi que la course à pied, il n'y a rien à faire. La course à pied, c'est traumatisant et donc on se blesse plus par rapport à... On entend toujours que le cyclisme, la natation, ce sont des sports portés, plus doux. Voilà, il y a des chocs répétés, mais si ces chocs sont amenés de façon progressive et régulière, on peut très bien ne pas se faire mal. On utilise même la course à pied, on en parlera un peu plus tard, même comme médicament, carrément, dans des pathologies comme l'arthrose ou les lombalgies chroniques. Et on amène des chocs répétés, on va améliorer les structures et on va améliorer la fonction des organes qui sont touchés, en fait. Okay. Et est-ce que tout le monde réagit de la même manière à la blessure ? Est-ce que, pour deux comportements similaires, est-ce que la réaction du corps va être la même ? Est-ce qu'il n'y a pas un facteur génétique quelque part dans la blessure ? Alors, il y a plein de facteurs qui interviennent. Il y a effectivement un facteur génétique. Donc, on sait très bien, par exemple, que génétiquement, il y a des gens qui sont plus exposés à l'arthrose du genou que d'autres. C'est génétique, on ne sait rien y faire. Ça, on peut rien y faire. Il y a des gens qui sont plus exposés aux tendinopathies, génétiquement aussi, parce que les gènes qui codent pour la fabrication des tendons sont un peu défectueux et donnent un tendon un peu plus fragile. Donc là, effectivement, on peut rien y faire. Mais il y a plein d'autres facteurs qui interviennent aussi. Il y a l'état de fatigue, il y a l'alimentation qui va jouer. Les antécédents de blessure sont aussi un des facteurs principaux d'une reblessure. Si la blessure n'a pas été correctement ou assez longuement traitée, on peut se reblesser. Et puis il y a aussi le comportement, comme tu dis, de l'individu, le côté psychologique. On a ce qu'on appelle des Tarzans du dimanche qui ont un objectif et qui vont tête baissée foncer dans l'objectif sans écouter leur corps. Donc voilà, c'est tous ces paramètres ensemble qui font qu'une blessure sera plus ou moins bien tolérée chez un coureur et pas chez un autre. En fait. Et de ce que tu vois, toi, par expérience, est-ce que le coureur se blesse plus dans ses premières années de pratique, dans ses premiers mois de pratique que par la suite ? On peut dire qu'il faut faire attention particulièrement quand on débute ? Quand on débute particulièrement, oui. La grosse majorité des coureurs blessés sont des coureurs débutants. Et ce qui est malheureux, c'est que les études nous montrent que 48% des débutants vont abandonner après la première blessure en se disant c'est pas un sport pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Et ce qui est une erreur fondamentale. Alors, en termes de santé publique, c'est très dommage parce que la course à pied est un des sports qui combat la sédentarité parce que c'est un sport qui est facilement accessible. Mais si 48% des débutants arrêtent après la première blessure, c'est malheureusement un échec en fait. Voilà. Et on perd ces patients qui vont retourner dans la sédentarité. Dernière petite chose avant de passer aux intervalles. Tu peux me faire un petit top 3 ou un top 5 des blessures des coureurs les plus courantes que tu vois passer chez toi en cabinet ? Alors que je vois passer chez moi, mais qui sont répertoriés dans la littérature. Le premier segment blessé, c'est le genou, en fait. On va voir toute une série de pathologies autour du genou. Donc la rotule qui peut souffrir, on appelle ça maintenant le syndrome rotulien douloureux. Le fameux essuie-glace aussi, qui est le syndrome de la bande iliotibiale. Des tendinites autour du genou. Donc ça, le genou, c'est vraiment le premier. Deuxième segment, c'est pied-cheville, où on va avoir des tendinites d'Achille, des aponeuropathies plantaires. Donc l'aponévrose plantaire, c'est une grosse plaque fibreuse qu'on a sous le pied qui est le continuum du mollet, du tendon d'Achille. Donc c'est un peu tout ce système qui sert de catapulte au corps. Oui, je connais bien. Voilà, tu en as manifestement souffert. Voilà. Et puis des fractures de fatigue aussi au niveau du pied. Et le troisième, ça va être plutôt le segment jambier, la jambe, avec les périostites tibiales que pratiquement tous les coureurs, en tout cas tous les athlètes connaissent, et des lésions du mollet. Voilà. Ça, c'est le top 3
en statistique. Tous des grands classiques et je pense que les gens voilà. vont se reconnaître dans les blessures. Absolument, des blessures assez fréquentes dont on entend parler souvent. On voit que les blessures, c'est pas ça qui manque quand on parle de course à pied. Comme je l'ai dit au début, je te propose d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour les éviter, donc d'avoir une approche préventive là-dessus, et c'est ce qu'on va faire dans les intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Bon, Hervé, on voit que la course à pied mène régulièrement à la blessure, ou du moins une certaine manière de pratiquer la course à pied mène à la blessure. Petite question, objectivement, toi tu conseilles aux gens de courir ? Ah bah oui. Oui, oui, parce que c'est tout. mon métier. Absolument. Moi, comme je te dis, ça me sert de médicament. Je prescris plus de course à pied que de médicaments, d'ailleurs, parce que la course à pied a énormément de bienfaits, comme toute activité physique. Donc, on ne doit plus citer toutes les études qui montrent que ça a un bienfait sur la prévention de l'obésité et du surpoids, sur la tension artérielle, sur les maladies cardiovasculaires, sur les cancers, sur certaines maladies neurodégénératives. Donc, il n'y a pas photo, c'est tout à fait bien. Et ce que l'on sait grâce aux dernières études aussi, c'est qu'on va même l'utiliser maintenant dans des pathologies ostéo-articulaires, alors qu'un des mythes, c'est dire la course à pied, c'est mauvais pour ton dos, la course à pied, c'est mauvais pour ton genou. Pas du tout, c'est bon pour le dos, c'est bon pour le genou. Et on peut même améliorer un patient qui a de l'arthrose dans le dos ou de l'arthrose dans le genou grâce à la course à pied, justement. Donc, je prescris de la course à pied. Est-ce que tu dis là, c'est valable pour la course à pied ou c'est valable pour tous les sports ? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, parce que la course à pied est un sport qui se pratique dans l'axe. On peut très facilement doser l'intensité, la durée et la vitesse. On n'aura pas du tout ça dans des sports ballons, on n'aura pas du tout ça dans les sports d'équipe. Et puis tous ces sports-là sont soumis à des rotations sans arrêt au niveau du genou surtout, mais au niveau des chevilles, de la hanche et du dos. Donc c'est pas aussi facile dans les autres sports. Mais dans la course à pied, c'est très facile de gérer la course à pied comme conseil activité physique pour les blessés, en fait. Ok. On parle de prévention ici, hein, donc le but, c'est de prévenir ces blessures, de les éviter au maximum, même si on sait qu'elles vont un jour ou l'autre peut-être, sans doute nous rattraper. Sans doute quand même nous rattraper, Est-ce que tu peux donner quelques conseils et quelques comportements à adopter pour essayer tant bien que mal de les éviter avec une approche médicale ? Oui, bien sûr. Alors, le premier conseil, c'est de ne pas aller voir votre médecin, ne pas aller voir votre kiné, mais aller voir un coach, en fait. Parce que, comme je te le disais, la cause numéro 1 de la blessure, c'est la charge qui est mal gérée. Donc, il faut suivre un programme qui va apporter régularité et progressivité. Ça, c'est la première des choses, c'est incontournable en fait. Et à côté de ça, c'est les conseils tarte à la crème, il faut dormir correctement, il faut manger correctement, il ne faut pas être fatigué pour aller courir, il faut être en bonne santé générale, avoir une bonne hygiène de vie. Ce ne sont pas des conseils médicaux, donc c'est plutôt des conseils d'approche, de pratique, de course à pied, de progressivité. C'est un mot que dans chaque podcast on utilise qui va ressortir, pour tous les sujets, parce que la progressivité, c'est le maître mot. Parce que le corps, il est capable d'encaisser à tout âge n'importe quelle sollicitation, mais il faut l'y amener progressivement. On doit un petit peu dompter son corps comme un cheval sauvage, si tu veux, quand on commence la course à pied. Okay. Est-ce que tu trouves qu'en consultation, les gens blessés qui viennent te voir, ils ont tendance à pas se respecter finalement, dans le sens où ils veulent faire trop vite? Mais c'est ça, voilà, on se donne des challenges qui sont pas très très raisonnables. J'ai encore vu hier une traileuse, elle n'a jamais fait de course à pied. Il y a 3 mois, sa belle-sœur lui propose de faire un trail de 30 km avec 2000 de dénivelé positif, avec 6 mois d'entraînement. C'est pas raisonnable du tout pour quelqu'un qui n'a jamais couru, évidemment. Et donc, c'est ça, la plupart du temps, et c'est ça qu'on fait dans la consultation, donc dans la partie qu'on appelle l'anamnèse, donc l'interrogatoire du patient, c'est dis-moi un petit peu comment tu as couru ces dernières semaines, ces 2 derniers mois. Et alors maintenant, avec les applications, avec Strava notamment, on peut aller voir plus ou moins quelle est la charge d'entraînement. Et 8 fois sur 10, on dit, écoute, tu as augmenté de 200% ton entraînement la dernière semaine, ne t'étonne pas d'être blessé, en fait. Donc, voilà. Et donc, on a déjà la cause de la blessure du coureur. Et pour lui, c'est important déjà comprendre pourquoi je me suis blessé. Et ça va l'améliorer de toute façon, à la fois dans sa blessure et dans la gestion de sa charge plus tard, en fait. Et ça, tu le vois plus aujourd'hui qu'il y a 10, 15 ans, des gens qui font un peu des conneries dans la non, je crois que ça a toujours été le cas. On est tous humains, on a tous fait des conneries. C'est pas lié à la génération Strava ou non, ça a toujours existé des gens qui ne respectaient pas la progressivité. La progressivité, c'est humain de vouloir d'en voir trop vite.
trop. Est-ce que le problème vient de la personne ou elle peut aussi venir de la manière dont elle est équipée Oui, alors l'équipement a une part presque infime dans le développement de la pathologie. Les études ne parviennent pas à réellement montrer qu'une chaussure est plus blessante qu'une autre. Ce que l'on sait, c'est que certaines chaussures, donc on connaît, il y a les chaussures minimalistes et maximalistes. Donc la chaussure maximaliste, c'est une chaussure qui est relativement lourde, qui est pleine de structures de rigidité, qui a une semelle très épaisse, donc quelque chose d'assez mastoc. Qui est de moins en moins lourde. Oui, malgré tout, mais qui malgré tout est encore très rigide, soi-disant plus amortissante. Et alors on a les chaussures minimalistes qui ressemblent de plus en plus à une chaussette ou à un gant de pied, si tu veux. Donc on ne sait pas dire encore scientifiquement si l'une blesse plus que l'autre. Ce que l'on sait, c'est que la chaussure va changer un peu la biomécanique de course à pied. Et une chaussure plus épaisse, plus lourde, plus rigide, va imposer d'une certaine façon une façon de courir avec des pas plus grands et un choc plus important au niveau du sol et une réaction du sol plus importante. Et il est probable que finalement ce soit cette réaction du sol plus importante avec ces chaussures-là. On sait que ça augmente la pression dans les articulations. Il est probable que ça intervienne dans le développement d'une blessure. Mais à côté du pool, la charge d'entraînement représente 80% de la blessure. La chaussure amène à peine quelques pourcentages de risque de blessure, en fait. Donc, c'est pas le levier principal dans la gestion de... parce qu'il y a pourtant beaucoup de débats entre les types de chaussures, l'impact sur mais oui, c'est ça. Et alors, souvent, quand on va voir un marchand de chaussures, si on est un peu âgé, si on a de l'arthrose, si on est en surpoids, c'est quoi le réflexe que va nous donner le marchand de chaussures, enfin, le conseiller en chaussures? C'est, je vais te donner quelque chose d'amortissant parce que tu es trop gros, parce que tu as de l'arthrose ou parce que tu es trop vieux. C'est une erreur, en fait. C'est une erreur parce qu'au plus c'est amortissant, au plus ça va être épais, au plus ça va être rigide, au plus ça va être lourd, et au plus ça va impliquer une façon de courir qui est finalement pas très sécurisante pour le coureur. Mais toi, d'un point de vue médical, finalement, c'est un problème accessoire. Tu ne focalises pas l'attention sur le Non, il faut vraiment se focaliser sur la charge d'entraînement, se focaliser aussi sur, dans l'interrogatoire, est-ce que tu as déjà été blessé? Comment est-ce que tu as été traité? Depuis combien de temps tu es blessé? Parce que voir aussi ça, s'il a bien récupéré. Et puis alors, la chaussure, ça va plus nous servir effectivement dans le traitement après. Si effectivement on a une blessure au genou, une blessure au dos, on va d'abord changer un peu sa façon de courir. Donc on va grosso modo lui dire de faire des plus petits pas, donc d'augmenter sa cadence de course. Et on sait qu'une chaussure plus minimaliste va aider à pouvoir courir avec une cadence plus élevée et faire des plus petits pas. Donc tu vois, la chaussure n'est qu'un adjuvant d'un changement de technique qui pourrait aider une surcharge articulaire en fait. Ok. Donc on ne fait pas un focus sur la chaussure, du tout. Je reviens à un petit truc dont on a déjà parlé, la course à pied, est-ce que c'est un sport qui est accessible à tous? J'aimerais insister sur les profils, en fait, sur les facteurs génétiques aussi. Est-ce que vraiment, la course à pied, tout le monde peut le faire? Et je vais aller plus loin, est-ce que c'est un sport pour tous? Mais est-ce que chaque profil, est-ce que les gens trop gros, je sais que c'est quelque chose que tu as déjà étudié. Est-ce qu'on peut commencer la course à pied à 60 ans, 70 ans? Est-ce que c'est vraiment un sport qui est conseillé pour tout le monde? Oui. Il n'y a pas de débat, c'est oui. Toi, jamais en consultation, tu as quelqu'un qui est en face de toi qui va dire j'ai tel symptôme, j'aimerais courir. La réponse est jamais négative? Non, elle n'est jamais négative. On va toujours s'adapter, mais elle est toujours positive. Comme je te dis, la course à pied amène tellement de bienfaits que finalement, une petite douleur au genou, une petite douleur au dos, une fois de temps en temps, c'est très peu de choses par rapport à tous les bienfaits physiologiques et psychiques aussi qu'on va amener chez le coureur. Et donc, simplement, on va encadrer correctement le coureur. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des coachs aussi, à qui je peux référer mes patients blessés. Donc, je ne travaille pas qu'avec des kinés, mais avec des coachs. Puis il y a des kinés qui sont coachs également, en leur disant voilà quelle est la pathologie, voilà quelle est la progressivité qu'il faudrait suivre, et voilà quels sont les signes cliniques auxquels il faut prêter attention pour ne pas en faire trop justement et blesser davantage le coureur. Mais donc voilà, il faut bien encadrer le coureur et bien lui expliquer comment progresser. Et donc pour toi, question un petit peu, une formulation un peu choc provocatrice. Est-on trop vieux pour courir? Tu
Tu réponds non. Non. Ah non, non, clairement non. Et les études sont tout à fait parlantes à ce propos-là. Donc, il y a plusieurs revues systématiques. Donc, une revue systématique, c'est une analyse qui va reprendre toute une série d'études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet-là. Donc, comme si chaque étude était une pièce de puzzle. Okay. On met toutes les pièces ensemble pour avoir un grand puzzle, avoir une idée d'ensemble. C'est ça la revue systématique. Et les revues systématiques nous disent que l'âge n'est pas un facteur de risque de blessure en course à pied. Voilà. Ça, c'est le fait. Alors, on va essayer de chercher des explications. Il y a plusieurs hypothèses, en tout cas. Une des hypothèses, c'est qu'avec l'âge, on acquiert de la sagesse. Tu verras un jour. Et on perd un peu ce besoin de performance aussi et de performer. Et on est plus là dans la course à pied plaisir et la course à pied bien-être, en fait. Donc ça, c'est déjà probablement un des facteurs qui fait qu'on ne va pas brûler les étapes et on va moins se blesser. Et voilà, donc ça, c'est probablement l'explication principale. Pourtant, on entend tous autour de nous des gens qui nous disent « Ah, tu cours, t'es fou. Si tu cours, tu vas avoir de l'arthrose. Si tu cours, tu vas avoir mal au dos. Si tu cours, tu vas avoir mal au genou. » Mais j'espère qu'ils vont écouter ton podcast parce qu'il faut leur dire le contraire. Alors, pour parler de l'arthrose, justement, des études très sérieuses nous montrent que, alors d'une part, la course à pied, si on compare l'arthrose du genou chez des sédentaires ou chez des coureurs à pied, on s'aperçoit que les sédentaires vont avoir 10% de risque d'arthrose dans leur vie. Le coureur n'est plus qu'à 3%. Donc tu vois, la course à pied, elle protège de l'arthrose du genou. Par contre, le coureur professionnel, donc ça c'est celui qui fait des Jeux Olympiques ou des championnats du monde, lui, il a 13% de risque d'avoir de l'arthrose. Donc la courbe est un peu en U, mais le coureur régulier, ce qu'on appelle le coureur expérimenté, qui court 3-5 fois par semaine, il a beaucoup moins de risque d'arthrose que le sédentaire. En deux mots, l'arthrose, c'est une maladie qui amène à la dégénérescence du cartilage de l'articulation. Donc, toutes les articulations s'usent. À partir de 40 ans, déjà, nos articulations s'usent. Et chez certains, elles s'usent beaucoup plus vite. Le cartilage se détruit, si tu veux, en quelque sorte. L'articulation a moins d'amorti. Elle s'abîme de plus en plus. C'est ça, l'arthrose, en fait. Voilà. Okay. Et pour le dos, c'est la même chose, en fait. Les coureurs ont des disques entre les vertèbres, donc ces petits coussins amortisseurs entre les vertèbres, qui sont de meilleure qualité, qui sont plus épais, qui sont plus hydratés que les non-coureurs. Donc, sur le long terme, on peut dire que la course à pied va protéger de l'arthrose du dos ou de l'arthrose du genou. Donc l'image qu'on s'en fait, elle est complètement fausse. Elle est complètement fausse. Ouais, ouais. Et maintenant, on a fait des études chez les patients qui ont de l'arthrose et qui font de la course à pied. Est-ce que ceux-là, ils peuvent continuer la course à pied ou est-ce qu'il faut les arrêter? Donc, il y a une étude qui a suivi pendant 18 ans des arthrosiques du genou sédentaires et des arthrosiques coureurs à pied. Mais après 18 ans, les coureurs à pied ne se sont pas du tout détériorés. On a même des radios qui sont tout à fait identiques 18 ans après et 18 ans avant. Mais même la fonction du genou est meilleure, leur capacité à faire du sport et leur capacité à vivre avec ce genou s'est améliorée en 18 ans et ne s'est pas du tout détériorée. Donc 18 ans, c'est quand même un laps de temps sérieux. Et un tout autre profil, une personne qui serait en obésité assez importante. Voilà. Là, tu vas aussi l'accueillir bras ouverts en disant prends tes baskets et va courir, ou passe d'abord par un stade avec un autre sport avant de faire la course à pied? On peut commencer la course à pied également. Il faut voir quel est l'objectif du patient surpoids ou obèse. Est-ce que c'est simplement faire de la course à pied ou est-ce que c'est perdre du poids? De nouveau, ces fameuses revues systématiques nous montrent que l'obésité n'est pas un facteur de risque de blessure en course à pied. Mais en grattant un petit peu, on s'aperçoit que quand même le débutant obèse a plus de risques de se blesser que le débutant non obèse. Encore plus. Encore plus. Ouais. Voilà. Alors, donc il faudrait être encore plus vigilant sur la progressivité. C'est simplement ce que ça veut dire. Et donc l'hypothèse, c'est que quand tu regardes courir un débutant et un obèse, l'obèse va faire des plus petits pas. Parce que techniquement, il ne sait pas faire des grands pas. Donc, si tu demandes à un débutant non obèse de faire 1000 mètres, il va probablement faire 1 kilomètre, il va avoir 1000 chocs dans son genou. Mais l'obèse qui fait des plus petits pas, pour faire la même distance, il fera plus de pas. Donc, au lieu d'avoir 1000 chocs dans ses genoux, pour la même distance, il va avoir 1200 ou 1300 chocs dans ses genoux. C'est peut-être l'explication du plus de blessures chez les débutants obèses que les débutants non obèses. Okay. Et donc, il faudrait être encore plus vigilant chez eux en disant on va être encore plus progressif avec vous. On va faire toujours s'adapter. Des toutes petites séances, mais on va en faire plus souvent.
Voilà. Et il faut qu'après chaque séance, il y a suffisamment de temps de récupération pour que l'organisme se fasse et s'adapte à cette charge, en fait. Voilà. Toute autre chose, il y a une tendance de fond, j'ai l'impression, en course à pied, qui est de vouloir en faire plus. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les coureurs amateurs aujourd'hui se challenge, voilà, se lancent plus facile. On passe plus vite sur un marathon, on passe plus vite sur un ultra qu'il y a quelques années. Est-ce que ce fait de vouloir courir plus induit aujourd'hui plus de blessures? Mais non, là non plus, c'est pas vrai en fait. Voilà, non, il y a eu une grande étude systématique qui est sortie en 2020 qui nous montre, alors on ne parle plus de débutants, mais plutôt de coureurs expérimentés, enfin expérimentés, comme je dis, c'est quelqu'un qui fait déjà 3 fois par semaine, il est déjà expérimenté. Il n'y a pas de relation entre la distance parcourue sur une semaine, sur un mois, et le nombre de blessures, ou le temps où on a fait de la course à pied et le risque de blessure, ou la fréquence de sortie par semaine, ou même la vitesse de course et de sortie par semaine. Donc globalement, quand on analyse toutes les études qui ont étudié ce sujet-là, il n'y a pas de relation entre les deux. Donc, je suis étonné de la réponse. Oui, mais écoute, voilà, la science est comme ça. Alors, quand on va gratter chacune de ces études, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, et il y en a qui disent que c'est un effet protecteur de courir plus souvent que moins souvent, ou de courir plus longtemps que moins souvent. Mais donc, quand tu fais une moyenne... La réponse serait de nouveau dans le fait que si on passe de 50 à 80 km par semaine d'un coup, l'augmentation est trop importante. Elle est trop importante. C'est là donc là, on va se blesser. Voilà. Mais tu peux y arriver sur plusieurs semaines, progressivement, et ton corps va s'adapter. Celui qui fait 120 km chaque semaine depuis 10 ans, il a peut-être moins de chances de se blesser que celui qui te passe de 10 à 40. Absolument, voilà. Très certainement. Très certainement. Okay. Ouais. Ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y a un lien entre le nombre d'heures par semaine et la blessure? Manifestement non, mais je pensais que tu allais me répondre, le lien est à chercher dans l'intensité. Eh ben non plus. Non plus. Non plus. Ok. Ouais. Tout est une question d'adaptation. Tu vois, le corps, c'est quelque chose qui s'adapte à tout âge et sous toutes conditions. Donc, un corps âgé va s'adapter, un corps obèse va s'adapter. Ils mettent plus de temps à s'adapter qu'un corps jeune et en bonne santé, mais il va s'adapter. Et si tu le sollicites de façon progressive, il va s'adapter sans se blesser, en fait. Pour autant, on ne va pas conseiller aux gens de courir à fond chaque fois. Ah non. Mais après, on a un peu dans du coaching là, mais alors, même au niveau purement physiologique, le corps n'est pas fait pour courir au maximum de son potentiel chaque fois. Non, certainement, on est bien d'accord. Et tu as un peu expliqué ce qui se passe au niveau physiologique. Pourquoi quand on fait de la course à pied, il n'est pas bon de s'entraîner toujours à fond? Mais c'est simplement une question de capacité de chacun, de capacité métabolique de chacun. Et moi, je suis là comme médecin surtout, et comme je te dis, j'utilise la course à pied, donc on n'est pas du tout dans la performance. Alors, il est certain que si quelqu'un veut faire de la performance et gagner du temps sur un semi ou sur un marathon, il va devoir faire des intervalles, des entraînements d'intervalles et en vitesse. Mais voilà, ça c'est une question de performance. Et ça c'est une question de capacité métabolique de chacun. Mais je ne vais pas demander à un coureur de 70 ans en surpoids d'aller faire 15 secondes au 100 mètres. Ça n'a absolument aucun sens, évidemment. C'est pas ça le but du jeu, quoi. Mais il va pas se blesser plus vite s'il le fait? S'il n'est pas préparé, oui, il va se blesser, clairement. Mais tu en connais beaucoup des patients en surpoids de 70 ans qui veulent battre leur corps. Parce que par expérience personnelle, je sais que si je m'entraîne chaque fois sur des autres intensités, la blessure va venir plus vite chez moi, même si ça fait quelques années que je cours. Donc c'est pour ça que je crois que c'est une question d'adaptation de ton organisme à la haute intensité, en fait. Okay, voilà. Puis il faut savoir qu'on est quand même des animaux endurants au départ, et que l'endurance on est plus fait pour faire de l'endurance que de faire de la vitesse, de toute façon. Et justement, je vais venir parce qu'il y a maintenant le trail est à la mode, on voit beaucoup plus de gens qui courent sur les sentiers, qui prennent du plaisir parce qu'il y a une pratique peut-être contemplative aussi de la course à pied. Bien sûr. Est-ce que tu fais une différence par rapport aux blessures, c'est le sujet, entre la pratique sur route et la pratique en nature? Ça, on pose souvent la question, est-ce que je me blesse moins en faisant du trail ou de la course à pied? C'est très difficile de répondre à cette question-là. Il y a plus de trailers en consultation, ou il y a plus de coureurs sur route? Non, il y a les deux. C'est impossible. Il y a les deux. Mais de toute façon, tu vois, et pourquoi il n'y a pas d'études là-dessus? Parce que, notamment en Belgique, il faudrait une cohorte de coureurs qui ne font que de la route, ça existe, il n'y a pas de problème, et une cohorte de coureurs qui ne font que du trail pour pouvoir les comparer. Ça n'existe pas en Belgique, un coureur qui ne fait que du trail. On fait tous de la route aussi. Et même en France, qui est un
un pays montagneux où il y a beaucoup de trailers, il n'y a que 1% des coureurs qui ne font que du trail et pas du tout de route. Donc on ne peut pas faire d'études là-dessus. Par contre, le terrain est différent, les sollicitations sont différentes. Dans la course à pied sur route, ou sur piste, c'est des milliers et des milliers de fois la même foulée, la même intensité sur les mêmes structures anatomiques. Donc on va avoir là beaucoup de pathologies de ce qu'on appelle de surutilisation. Donc par exemple, on aura beaucoup plus de fractures de fatigue au niveau du pied et de la jambe en course à pied qu'en trail, parce que c'est tout le temps le même impact avec la même intensité au même endroit. En trail, même si c'est pas très dénivelé, sur un terrain instable, ton pied il se met différemment à chaque foulée. Donc tu n'auras pas ce même impact sur la même zone d'os ou sur la même zone de cartilage 1000 fois répétée. Ouais. Par contre, tu as un terrain instable, donc on aura beaucoup plus d'entorses, par exemple, beaucoup plus d'entorses de cheville et de genoux qu'on n'a quasiment pas du tout en course sur route. Et puis on a beaucoup de côtes. En côte, on sollicite beaucoup son mollet, son tendon d'Achille et son aponévrose plantaire, cette fameuse catapulte. On va avoir beaucoup plus de pathologies de ce segment-là, donc de lésions du mollet, du tendon d'Achille. Et puis alors, il y a la descente aussi en trail. Et là, le frein du corps, ce qui permet de gérer ta descente, c'est ton genou et c'est ta rotule qui joue un peu comme un frein à disque qui vient se plaquer sur ton fémur pour freiner. Et là, on va avoir beaucoup de pathologies du genou aussi en trail, en fait. Donc c'est un petit peu différent. Ouais, donc est-ce qu'il y a des blessures qui sont plus des blessures de trailer et des blessures d'autres qui sont pour les routiers, on peut dire ça comme ça ou... Non, grosso modo pas. Non, c'est une question de statistiques. On a plus de fractures de fatigue sur route et on en a beaucoup moins en trail. On aura plus d'entorses en trail et beaucoup moins encore sur route, quoi. Ce qu'on va avoir en trail, c'est beaucoup plus de pathologies médicales. Je pense surtout aux ultra-trails et surtout aux conditions atmosphériques. Donc là, il y aura beaucoup plus de pathologies, mais qu'on ne voit pas en consultation parce qu'ils filent aux urgences, d'hypothermie, d'hyperthermie, de déshydratation ou de choses comme ça. Il y aura beaucoup plus de lésions cutanées au niveau du pied parce que là, en trail, on est beaucoup plus sur des distances qui sont maintenant devenues énormes. Donc on a très peu en course à pied sur route au-delà du marathon en fait. Ouais. Il y a des profils de patients que tu vas plus facilement envoyer sur des sentiers meubles que sur la route. Ça n'arrive jamais de te dire, toi... Je respecte leur choix, ce qu'ils ont envie de faire. Oui. Il faut avant tout qu'ils y trouvent du plaisir. Moi, je ne vais pas imposer de faire du trail à quelqu'un qui n'aime que le macadam en fait. Non, certainement pas. Pas du tout. Donc on en revient une nouvelle fois à l'adaptabilité et la progressivité. Voilà, c'est ça. Donc, et l'adage qui dit je vais courir sur sol mou, je vais moins me blesser, c'est faux. C'est aussi une vieille légende, ça. Tu te blesses pas moins en trail qu'en course à pied, quoi. Pourtant, en trail, on court généralement dans une intensité... en trail non compétitif, on est sur une intensité qui est plus cool. Oui, mais parce que c'est pas l'intensité spécialement qui blesse, c'est le volume. Ouais. Enfin, c'est l'augmentation du volume trop rapide qui blesse. Donc on casse quelques idées reçues ici. Donc, à fond, oui. Mais je suis content que tu m'aies invité pour ça, parce que... voilà. Ok. Et après, quand on est fan de sport, on l'a dit, on est un jour ou l'autre blessé. Quelle est ton approche par rapport à l'entraînement croisé, toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles ? Parce qu'il y a des gens qui sont addicts au sport, donc ils ont besoin de faire du sport et il n'y a rien de pire qu'un sportif qui est interdit de pratiquer. Oui, bien sûr. Et donc, est-ce que l'entraînement croisé, donc aller quelquefois nager, faire du vélo, faire un autre sport, est-ce que ça ne permet pas de prévenir la blessure aussi et de... Alors, à ma connaissance, je n'ai pas d'études qui te disent que ceux qui font des entraînements croisés avec la course à pied se blessent moins. Je vais plutôt utiliser les entraînements croisés lorsqu'il est blessé, qu'il y a un segment qu'on doit protéger, qui ne peut plus courir. Donc là, effectivement, on va lui dire, va faire de la natation, va faire de la musculation aussi, va faire du vélo, voilà. Mais est-ce que préventivement, en faisant des entraînements croisés, on se blesse moins ? Je ne suis pas certain. Voilà. Donc c'est plutôt une solution curative déjà. C'est-à-dire donc tu vas courir moins ou peut-être dans certaines pathologies tu es obligé de t'arrêter de courir, mais on va essayer d'entretenir tes capacités cardio-respiratoires et tes capacités musculaires, donc on va trouver d'autres choses. Mais on ne te met pas au canapé pendant 6 semaines à boire du coca et à bouffer des chips, quoi. Donc on est déjà dans la gestion de la blessure là, quand on fait de l'entraînement croisé quelque part. Oui, voilà, absolument. Mais c'est bien parce que c'est ce dont je voulais justement parler dans la dernière partie du podcast. Donc tu m'offres une transition parfaite. Et donc on va justement tenter de voir comment on peut gérer cette période délicate de la blessure. Et c'est ce qu'on fait dans le retour au calme. Le retour au calme. Conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Donc, en tant que médecin du sport, ton boulot, c'est de recevoir des gens blessés. Souvent, ils viennent chez toi
blessé et non avant la blessure. Toujours, voilà. oui, absolument. Peut-être qu'il y a quelques exceptions, mais elles sont très très rares. Et justement, ici, la dernière chose que je voudrais aborder avec toi, c'est comment faire quand on est blessé. Première chose, est-ce que la blessure en course à pied, ça signifie inévitablement l'arrêt de la pratique? Non, certainement pas. Tout dépend de la pathologie, d'une part. Donc, il y a la plupart des pathologies, on va pouvoir autoriser un certain niveau de douleur, en fait. Voilà. Et donc, c'est notamment le cas pour toutes les tendinites, par exemple, ou les douleurs de genoux, les douleurs articulaires, les douleurs de dos. On va lui dire, voilà, tu peux encore courir avec une douleur qui est de l'ordre de 3, 4 sur 10 sur l'échelle de la douleur. Donc, 0, j'ai pas de douleur du tout. 10 sur 10, c'est la douleur la plus insupportable. Et il faut que cette douleur disparaisse après ton entraînement. Alors les puristes disent 1 heure après l'entraînement, ça doit avoir disparu. Dans mon expérience, et je n'ai pas que des jeunes du tout dans ma pratique, je dis il faut que le lendemain matin, ta douleur ait disparu en fait. Voilà. Et dans ce cas, tu peux continuer à courir. Donc si tu as fait un entraînement lundi, tu as une douleur pendant ou après de 4 sur 10 et que le mardi matin, elle a disparu, eh bien, tu n'as pas fait d'erreur lundi, ni en termes d'intensité, de durée, de distance. Mais on va certainement laisser au moins 24 heures entre chaque sortie de jogging, en fait. Voilà. Tant que c'est comme ça, tu gères ta douleur et tu ne vas pas aggraver la situation. Et si justement tu reviens de ta séance et tu sens que ta douleur est un peu plus importante que la veille, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ce qu'il faut faire, c'est voir qu'est-ce que j'ai fait comme distance, qu'est-ce que j'ai fait comme durée. Je vais attendre que ces douleurs disparaissent complètement avant de refaire la prochaine sortie de jogging. Donc on n'entame pas une nouvelle sortie de jogging avec une douleur résiduelle de la précédente, surtout. Voilà. Et puis je vais faire un peu moins. Je vais courir moins vite, je vais faire moins de coach, je vais faire on va changer quelque chose dans l'entraînement, on va diminuer moins d'intensité. Ouais. Et je vais voir si du coup je me corrige et ça va comme ça. Donc ça c'est vrai pour la plupart des pathologies. Maintenant il y a certaines pathologies. T'as des exemples de pathologies classiques du coureur? Oui, le syndrome rotulien par exemple, tu vois, où on peut courir avec, ou une douleur au genou chez quelqu'un qui a de l'arthrose, ou une lombalgie, ou une tendinite d'Achille par exemple. Voilà, c'est la plupart des pathologies. Et on peut guérir malgré tout en continuant à pratiquer. Bien sûr, oui, tout à fait. Parce qu'en dehors de ça, il y aura des soins kinés, il y aura de la musculation qui vont faire qu'on va guérir malgré tout, en fait. Le risque de se reposer complètement, c'est qu'on va perdre du tonus musculaire, mais à toute vitesse. On va augmenter la rigidité articulaire. Donc finalement, on va repartir, une fois guéri, presque plus faible qu'avant la blessure. Et c'est ça qu'il faut vraiment éviter, en fait. Ouais. Mais alors pour préciser la chose, il y a quand même quelques pathologies où là on dit non, c'est vraiment 0 douleur sinon tu t'aggraves. Il y a le fameux essuie-glace parce que voilà la cause de la blessure est un petit peu différente d'une tendinite classique. Là on dit tu cours sur 0 douleur et certaines fractures de fatigue qui peuvent potentiellement se déplacer et casser vraiment l'os et nécessiter une intervention chirurgicale. C'est le cas du col du fémur, mais ça c'est chez les ultra-trailers où ça peut être dramatique quand ça se casse. Ouais. Et c'est le cas d'un os du pied qui s'appelle le naviculaire. Là on leur dit, tu cours avec 0 douleur. Et très souvent, ils ont tout de suite mal. Donc ces gens-là, on doit malheureusement les arrêter un petit temps. Oui, ou ils font de l'entraînement croisé. Ils vont à la piscine. Ils font de l'entraînement croisé. Ils vont à la piscine, ils font du vélo, ils font de la muscu. Oui, bien sûr. Mais quand on parle avec des coureurs, on entend toujours, ils ont toujours mal quelque part. Oui, aussi. Voilà. Mais à partir de quand il faut aller voir son médecin finalement? On retombe sur la définition. Si tous les gens qui ont mal à aller voir leur médecin, les cabinets seraient encore plus chargés. Blindés, il n'y a pas de problème. Quand ça commence à avoir un impact, c'est un peu la définition de la douleur. Hein. Quand tu as dû diminuer pendant 7 jours d'affilée ou tu as dû changer quelque chose dans ton entraînement, ça cloche, ça ne va pas, là tu dois aller consulter. Ou quand tu t'aperçois que tu ne parviens plus du tout à avoir ta foulée normale ou à faire ton programme, tu dois consulter. Mais tu sais, il y a un adage qui dit si à 40 ans, tu as pas mal quelque part quand tu te réveilles, c'est que tu es mort. C'est un peu vrai, je pense que... Demande à n'importe quel coureur qui va faire un 10 km, en revenant, il va avoir un peu mal au mollet, un peu mal au fessier, un peu mal au tendon d'Achille, et puis ça passe. Mais si au prochain entraînement, il n'y a plus rien, on ne va pas aller consulter pour ça, évidemment. Ouais, j'ai bien compris que tu étais un adepte de continuer la pratique de la course à pied. Petite dernière chose, est-ce qu'il y a un moment dans sa vie de coureur, dans sa vie, où il faut fermer boutique? Est-ce qu'il y a un moment où ça prend fin et on se dit, voilà, c'est fini, je ne pourrai plus jamais courir? Si tu n'y prends pas de plaisir, c'est uniquement la seule chose en fait. Mais il n'y a pas de limite. Okay. Tu sais, je trouve que c'est un exemple absolument génial. Il y a Jack Kirk, c'est un trailer américain
qui disait on n'arrête pas la course à pied parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on arrête la course à pied. Okay. Ce gars-là, il a fait des trails jusqu'à l'âge de 96 ans, en fait. Donc, c'est tellement parlant, cette chose-là, que à partir du moment où tu n'y prends plus plaisir, arrête la course à pied et va trouver une autre activité physique, en fait. Voilà. Donc, si on sort du strict point de vue médical, d'analyse médicale, on va conclure là-dessus qu'on peut toujours courir. Oui. On peut toujours courir, à condition d'y prendre du plaisir et d'y aller progressivement. D'y aller crescendo. Ouais. Voilà, on peut conclure là-dessus. Mais absolument. Allez, merci Hervé pour avec grand plaisir. Passionnant, c'était super intéressant. Comme je l'ai dit, moi j'ai envie de retenir qu'il ne faut pas diaboliser la course à pied. C'est pas nécessairement le sport qui mène inévitablement à la blessure, contrairement au titre de cet épisode. C'est à chacun de doser sa pratique, son effort, d'être attentif aux signaux de son corps, de se respecter. C'est des mots-clés que je l'ai dit déjà, on répète lors de chaque émission. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Fartlek. Je n'oublie évidemment pas Corentin Capel pour tout le boulot effectué en coulisses. Sans lui, cette émission ne serait pas possible. À très bientôt sur les médias de Belgium Running. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que sur YouTube. À bientôt!